Marseille, je peux vous dire que voir des gamins de 13 ans ou de 14 ans aller exécuter des personnes dans des conflits entre réseaux de criminalité organisée, c'est évidemment très inquiétant. Mais là, la réponse à y apporter est sans doute pas la même que la réponse à propos de la situation de l'événement dramatique dont on a parlé à Paris. Sur la question du réseau de criminalité organisée, par exemple, je pense que les moyens doivent être mis dans la police judiciaire, dans le travail d'enquête, dans le travail d'investigation. On va parler du budget tout à l'heure. Absolument. Personne n'en a parlé. Mais par exemple, il semble, dans les dernières versions du budget, que du point de vue du ministère de l'Intérieur, on supprime des postes dans la police judiciaire. Ben, moi, je dis qu'on peut pas à la fois dire qu'on est confronté aujourd'hui à un problème de criminalité organisée et mettre à mal les services de police dont la responsabilité est de démanteler des réseaux, de faire du travail de renseignement, d'enquêter. À Marseille, précisément, par exemple, même s'il y a eu un petit peu des moyens qui ont été consentis ces dernières années, on est en sous-effectif en termes d'inspecteurs de la police judiciaire, on est en sous-effectif d'un point de vue de l'appareil judiciaire ensuite pour suivre ces enquêtes et pour les juger, et c'est à ça qu'il faut y apporter. Et je crains malheureusement que plus les réactions utilisent des grands mots, moins elles apportent en vérité des réponses concrètes qui vont vraiment améliorer la situation. Mais juste un dernier mot sur ce qu'utilise Bruno Retailleau, la culture de l'excuse. Qu'est-ce que vous voyez derrière cette expression que des peines ne sont pas assez exécutées, que les parents ne sont pas assez mis en cause aussi? On parle de mineurs, là, encore une fois. Je vais vous dire, Bruno Retailleau est un spécialiste de tordre la réalité des faits. Vous savez, les peines de prison en France sont aujourd'hui plus sévères que dans les années 80, et beaucoup plus sévères. Par exemple, le nombre de mois d'emprisonnement moyen quand on donne une peine aujourd'hui est beaucoup plus important que ce qu'on observait dans les années 80. Donc cette manière, si vous voulez, de tordre les faits pour essayer de défendre une vision idéologique de la société après un drame, c'est évidemment une manière que je réprouve et dans laquelle je me retrouve certainement pas. Quant à la question, puisque c'est cette question sans doute qui va être posée aussi par le ministre de l'Intérieur, de ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Je rappelle que en droit, il n'existe pas d'excuse de minorité. Il y a la possibilité d'avoir des atténuations de peine pour des mineurs par rapport aux peines qui sont normalement dispensées pour les majeurs. Mais le fait de ne pas atténuer les peines existe déjà dans le droit français. Les juges peuvent décider qu'au vu de la gravité ou des circonstances particulières d'une affaire, alors il ne faut pas atténuer la peine. Ça existe déjà dans le droit. Donc moi, si vous voulez, j'attends un peu moins de grands mots, un peu moins de grandes opérations de communication et un peu plus de réponses concrètes, sérieuses, qui permettent effectivement d'améliorer la situation et de l'améliorer la vie des gens. Parce que oui, on peut pas accepter en France que quand on a 14 ans, on meurt en sortant d'un match de foot. Ouais, Manuel Bompard, parlons de la situation politique. Vous parliez du budget. Le plus dur, sans doute, commence dans les prochains jours. Députés, sénateurs, tractations battent leur plein pour tenter d'obtenir un compromis sur le projet de loi. On parle de la commission mixte paritaire qui aura lieu à partir de jeudi. C'est technique, mais d'abord une question. Vos pronostics pour faire tomber François Bayrou se sont avérés faux le 16 janvier dernier. Quand, selon vous, à chaque fois. vous reconnaissez, vous êtes trompé, de fait, tiendra pas le futur Premier ministre? Vous pariez toujours sur une censure. Alors d'abord, est-ce que vous avez une estimation de date à nous donner à ce jour? D'abord pour vous dire, c'est pas que nous nous soyons trompés, c'est qu'un certain nombre de personnes et de formations politiques ont décidé de ne pas censurer le gouvernement de François Bayrou il y a une dizaine de jours, et de mon point de vue en rupture avec les engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs. Ceci étant dit, vous parlez du Parti Socialiste pour être clair. Pas seulement. Le Rassemblement National s'est fait élire. Le Rassemblement National s'est fait élire aux dernières élections législatives autour de l'idée qu'il allait agir pour la rupture avec le macronisme, et il sert aujourd'hui de béquille à la continuité d'un gouvernement voué aux obsessions néolibérales d'Emmanuel Macron. Sans fait la défenseuse du RN, ils avaient dit qu'ils ne censureraient pas après le discours de politique générale. Ils avaient été clairs là-dessus. Peut-être dit, mais quand dans leur campagne vis-à-vis de leurs électrices et leurs électeurs, je ne crois pas qu'ils se soient présentés en disant on va permettre à un gouvernement de M. Bayrou de pouvoir continuer à mettre en place sa mauvaise politique. Donc après, c'est leur problème, c'est leur responsabilité, mais je pense que c'est important que ça soit souligné. Maintenant, vous me posez une question sur la suite. Vous avez dit vous-même, il va y avoir une commission mixte paritaire normalement jeudi prochain, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, c'est-à-dire une réunion dans laquelle il y a des représentants de l'Assemblée nationale et des représentants du Sénat pour se mettre d'accord ou pas sur un projet de budget, et normalement le 3 février ce budget doit revenir
à l'Assemblée nationale. Évidemment que si M. Bayrou, comme c'est le plus probable, a recours à l'article 49.3 de la Constitution pour nous imposer ce budget en force, il y aura une motion de censure, et sans doute que cette motion de censure sera examinée autour du 5 ou du 6 février. Il faut 48 heures. Hein, et moi, je souhaite que cette motion de censure, évidemment, elle soit votée, puisque le budget qui nous est proposé, peut-être qu'on va rentrer dans le détail, est un budget qui est un budget le plus austéritaire que la France n'ait jamais connu depuis 25 ans. Et c'est pas moi qui le dis. Même la ministre des Comptes publics, Madame Montchalin, le dit. Et ça, en ces termes-là. Elle dit que c'est la plus forte réduction de la dépense publique depuis 25 ans. Or, très concrètement... Parce que des efforts sont à faire. Ça, vous êtes aussi en capacité de le Mais il y a plusieurs manières de faire des efforts. Vu l'état du déficit et de nos Évidemment qu'il faut lutter pour réduire le déficit. Mais vous savez, quand vous luttez pour réduire le déficit, vous avez plusieurs leviers. Soit vous décidez de baisser les dépenses, soit vous décidez d'augmenter les recettes. Ce gouvernement s'inscrit dans une logique simple, il refuse toute augmentation significative des recettes et il veut baisser les dépenses. Pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, parce qu'ils peuvent se dire, baisser les dépenses, c'est peut-être une bonne idée. Ça se traduit de manière très concrète. C'est moins 700 millions d'euros dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est moins plus de 100 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale, c'est moins d'1 milliard d'euros dans le budget de l'écologie, notamment par exemple dans le budget de ce qu'on appelle la prévention des risques. Je crois que j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à Mayotte et la multiplication des catastrophes climatiques à laquelle on est confronté depuis plusieurs mois. C'est des conséquences très concrètes pour les gens. On va vous dire, c'est à vous de vous serrer la ceinture. On va vous dire, vous devez travailler 7 heures gratuits dans l'année. Bon, ça, c'est ce qu'il y a dans ce budget. Eh ben, moi, je suis pas d'accord pour que les efforts à faire, puisque vous me posez des questions sur les efforts à faire, reposent sur les Françaises et les Français ou sur nos services publics. Je pense qu'ils doivent reposer sur la mise à contribution des plus riches, des plus grandes fortunes, des plus gros patrimoines, et qu'on a tout à fait les moyens pour le faire. Et on va revenir sur ce... Voilà, c'est là qu'on arrive à la différence de stratégie avec le Parti socialiste. Vous avez évoqué, ils n'ont pas voté la censure. Et là, ils continuent à se dire qu'il faut faire pression sur le Premier ministre et obtenir des concessions. Ils trouvent qu'ils ont déjà, c'était l'explication de la non-censure, obtenu des gros bougets, comme l'on dit aujourd'hui, de la part de François Bayrou. Vous sauriez déjà, parce que je sens que vous n'y croyez pas. Là, Patrick Kanner, qui est le président du groupe... C'est agréable. Ah bon, d'accord, c'est pour nous et pour les téléspectateurs. Donc, pas pour les socialistes, mais ça vous fait rire quand même. Patrick Kanner dit en l'état, c'est pas acceptable, la copie du gouvernement, mais justement, on va obtenir de nouvelles concessions. Par exemple, l'annulation de la réduction des crédits sur le budget du sport, d'amélioration aussi en termes d'emploi pour l'agence France Travail. Il y a toute une liste qu'il met en avant. Ça, vous n'êtes pas convaincu de la possibilité d'arriver à faire bouger le gouvernement ? Non, évidemment pas. On vous dit que c'est peanuts, quoi. Alors d'abord, je vais vous dire que le Parti socialiste a reçu un courrier de François Bayrou avant le vote de la dernière motion de censure dans lequel il y avait, soi-disant, 23 points. 23 points que François Bayrou disait, voilà des concessions que je fais au Parti socialiste. Dont les jours de carence pour les fonctionnaires. Alors, là, on va rentrer quelques secondes dans le détail. Sur ces 23 points, il y en avait 8 qui étaient déjà dans le budget initial de Michel Barnier au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc faire croire que c'est... Ils sont déjà maintenus, c'est déjà quelque chose. Si vous voulez, mais faire croire que c'est une concession accordée à la négociation, évidemment, ne correspond pas à la réalité. Ensuite, il y en avait 11 qui étaient déjà obtenus soit dans la discussion parlementaire avant que le gouvernement de Michel Barnier soit censuré, soit par l'intermédiaire de la censure. Par exemple, quand j'entends certains dire c'est la négociation qui a permis d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation au 1er janvier. Non, pardon, c'est la censure du projet de loi de finances de la sécurité sociale de Michel Barnier qui voulait la reporter au 1er janvier. Donc c'est grâce à vous, en fait, au final. C'est grâce à votre censure. Évidemment, c'est grâce à la censure du gouvernement de Michel Barnier que les pensions de retraite ont été revalorisées sur la base de l'inflation au 1er janvier. Et ensuite, sur les 4 autres points, parce que moi je veux bien qu'on me dise qu'il y a des concessions extraordinaires, on apprend depuis le moment où ces points ont soi-disant été accordés. Par exemple, on nous a dit, les socialistes ont obtenu le fait qu'il n'y ait plus les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. La semaine dernière au Sénat, les sénateurs macronistes ont voté contre le rétablissement de ces 4000 postes. C'est-à-dire que dans le budget du Sénat, aujourd'hui, celui qui a été voté par le Sénat, il y a la suppression des 4000 postes d'enseignants. Oui, mais il y aura un retour en arrière, justement. On parle de ce fameux débat de la commission mixte paritaire. Le gouvernement dit, non, on va à nouveau rétablir les 4000 postes. Peut-être, mais dans le même temps, au Sénat, le gouvernement propose un amendement pour réduire de 100 millions d'euros le budget de l'éducation nationale. Les 4000 postes budgétés sur cette année, c'est 50 millions d'euros. Donc, à chaque fois, ils font pareil. Ils vous rendent 50 millions, mais ils vous prennent 100 millions sans vous dire à quel endroit on va le faire. On m'a dit, oui, on a obtenu la suppression des 3 jours de carence, vous savez, pour les congés maladie des fonctionnaires.
Bon, effectivement, ils ont renoncé aux 3 jours de carence. Et vous soulignez l'indemnisation, en effet, qui baisse. Ils ont réduit l'indemnisation de 100% à 90%. Attendez, juste pour pas que ça soit trop technique, mais quand même précis pour les gens qui nous écoutent. C'était à peu près 250 millions d'euros, les 3 jours de carence, en fait, qui étaient prélevés sur les fonctionnaires. Donc, finalement, on ne prélève pas ça, et à la place, on fait l'indemnisation à 90% au lieu de 100%, c'est-à-dire qu'on leur prélève 800 millions d'euros. Alors, si vous considérez que vous redonner 250 millions d'un côté et vous prendre 800 millions de l'autre, c'est une bonne opération. On n'a pas la même vision des choses. Ça veut dire que les socialistes sont des naïfs ou des menteurs? Non, je pense qu'il y a d'abord une forme de naïveté. On n'a pas abordé là la question des retraites, mais essayer de faire croire que le fameux conclave qui a été constitué pouvait conduire à l'abrogation de la réforme des retraites me paraît être d'une naïveté confondante. Vous n'y croyez pas une seconde? Vous ne croyez pas au dialogue social avec les partenaires sociaux, que ces 3 mois de négociation puissent aboutir à quelque chose? Mais on peut croire au dialogue social et considérer que les règles qui ont été imposées à cette discussion entre les partenaires sociaux biaisent dès le début la discussion, puisque quand vous dites il va y avoir un conclave pendant 3 mois et en tout état de cause à la fin, soit tout le monde est d'accord, soit c'est la réforme actuelle qui continue à s'appliquer. En vérité, tout le monde comprend bien qu'à partir du moment où vous avez autour de la table des gens qui disent depuis le début, depuis des années et des années, qu'il faut travailler plus longtemps et que donc la retraite à 64 ans, c'est indispensable, voire qu'il faut aller plus loin, vous imaginez bien que demain, ils vont pas se réveiller en disant que finalement, ils sont d'accord pour l'abrogation de la réforme des retraites. Or, je vous rappelle que nous, on a été élus sur une revendication. Et cette revendication, elle est majoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est l'abrogation de la réforme des retraites. Alors on me dit, vous croyez pas au dialogue social? Ben peut-être qu'on pourrait demander à Monsieur Bayrou s'il croit au dialogue parlementaire. Parce que s'il croyait au dialogue parlementaire, il ferait une chose très simple sur les retraites. Il nous laisserait voter. Oui, mais c'est ce qu'il a aussi entreaperçu après ces 3 mois de conclave. Non, madame. Non, pas sur l'abrogation, mais... Pas sur l'abrogation. Ah bah oui, mais c'est le cœur. Sur ce qui aboutirait ou pas après ces 3 mois. Sous réserve qu'il y a un accord entre tout le monde. Ou en tout cas qu'il y ait un début d'avancée qui pourrait être soumis au Parlement. Ça fait partie des options. Je ne veux pas m'en prendre à vous, mais admettez l'idée quand même que dans une démocratie, quand des députés ont été élus et qui sont une majorité aujourd'hui à défendre l'abrogation de la réforme des retraites, la moindre des choses, ça serait quand même qu'ils puissent voter sur ce sujet. Or, quand nous avons mis ce texte à l'Assemblée nationale dans notre niche parlementaire au mois de novembre dernier, c'est les députés amis de M. Bayrou, les députés du MoDem, qui ont tellement saturé d'amendements la discussion qu'on n'a pas pu aller au terme de cette discussion. Donc la moindre des choses, moi c'est pas que je ne crois pas au dialogue social, j'ai pas de problème avec le fait que les partenaires sociaux débattent, mais à la fin, dans une démocratie, c'est aux représentants du peuple de trancher. Et ils doivent pouvoir trancher sur tous les points. Et ce point-là, François Bayrou l'a clairement écarté. Je veux pas m'égarer trop de votre discussion, mais de la question que vous me posiez, pardon. Mais donc, à la fois sur les questions budgétaires et à la fois sur les questions des retraites, oui, il y a une naïveté et parfois, sincèrement, une manière de présenter les choses qui... J'ai du mal à croire qu'ils soient naïfs quand même, les socialistes, non ? Ils ont, à votre avis, quoi? Ils ont un objectif. Me proposez-vous? Je sais pas, c'est vous qui avez sûrement une autre explication. Quand vous entendez François Hollande, l'ancien président, dire « nous avons la clé pour 2027 », quand vous entendez Olivier Faure, votre partenaire d'hier, comment le qualifier, que vous êtes la gauche du rien, il y a la gauche qui braille, vous, et celle qui travaille, comment vous voyez ces sorties? Pour l'instant, je pense avoir fait la démonstration que la gauche de « j'ai rien obtenu », elle n'est pas tout à fait de mon côté. Pour le reste, moi, je cherche pas à monter en tension avec qui que ce soit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un vote sur la censure sans doute dans une dizaine de jours. Et je dis les choses avec franchise, ça sera en quelque sorte le juge de paix. C'est à ce moment-là qu'on verra... C'est le moment de vérité. Bah oui, c'est à ce moment-là qu'on verra si oui ou non le Parti socialiste reste fidèle aux engagements pris devant les électrices et les électeurs. Puisque, vous savez, la première phrase du programme du Nouveau Front Populaire, la première, pas la deuxième, pas la troisième, la première phrase du programme du Nouveau Front Populaire, c'était « Le Nouveau Front Populaire rassembler des hommes et des femmes qui veulent travailler une alternative de rupture avec le macronisme. » Bon, bah la rupture avec le macronisme, ça passe pas par le fait de maintenir au pouvoir un gouvernement de continuité de la politique macroniste. Ça, c'est pas le programme qu'on a défendu devant les électrices et les électeurs. Les socialistes qui ne sont pas naïfs ont un autre argument quand même. Ils disent les Français veulent de la stabilité, la France a besoin d'un budget, et ils nous disent il faut sortir de cette crise. Et on a beaucoup parlé, vous savez, de des partenaires des syndicats ou des patronats qui avaient signé un appel, sauf la CGT, me direz-vous, un appel en disant la
France a besoin d'un budget. Et donc, c'est un argument de poids. Les Français disent, il faut sortir de cette crise. Donc, ah oui, on laisse au moins le gouvernement terminer le budget et on verra après. Mais c'est fort comme argument, non? Mais Madame Chabot, moi je suis d'accord avec vous pour dire que la France a besoin d'un budget. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on a besoin de stabilité. Évidemment, mais qui est responsable de l'instabilité aujourd'hui? Est-ce que c'est pas le président de la République en s'entêtant à nommer des premiers ministres minoritaires parce qu'il veut pas abandonner le pouvoir alors qu'il a perdu les élections? Le responsable de l'instabilité, c'est lui. Quant au budget, évidemment qu'on a besoin d'un budget, mais le fait qu'on ait besoin d'un budget ne peut pas nous conduire à accepter un budget qui est un budget qui va se traduire par un désastre économique et social. J'ai entendu Madame Vautrin dire que le coût de la censure était de 12 milliards d'euros. Oui. Ce chiffre est complètement fantaisiste. D'ailleurs, elle est incapable d'en faire la démonstration. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le chiffre donné aussi par le ministre de l'économie, Eric Lombard. Il a copié sans doute. Mais je vais vous dire quelque chose. L'OFCE, qui est un observatoire indépendant, avait fait des prévisions de croissance sur la base du budget de Michel Barnier. D'accord ? Et sur la base du budget de Michel Barnier, il avait fait la démonstration que ça se traduirait par une baisse de la croissance par 2. Voilà. La loi spéciale qui a été adoptée à l'Assemblée nationale au mois de décembre, si on en restait à la loi spéciale, c'est-à-dire le renouvellement des crédits du budget précédent, on aurait une croissance plus importante l'année prochaine qu'avec le budget de M. Barnier ou qu'avec le budget de M. Bayrou. Donc non, la censure, elle n'a pas coûté d'argent. En l'occurrence, c'est le budget de Michel Barnier ou le budget de François Bayrou qui va faire beaucoup de mal à l'économie. Pour une raison simple que tout le monde peut comprendre, même s'il ne partage pas mes opinions politiques. C'est que si vous contractez l'activité économique, par exemple, on va réduire les budgets de ce qu'on appelle MaPrimeRénov'. En point de croissance. Quand Arlette dit l'instabilité, vous avez vu aussi des patrons, des chefs d'entreprise qui gèlent des investissements qui n'ont pas lieu parce que cette instabilité politique. Donc il faut leur donner de la visibilité. Oui. Et ben pour leur donner de la visibilité, il faut certainement pas s'entêter à mettre en place des gouvernements minoritaires qui vont tomber au bout de 2 mois. Donc si vous voulez ramener de la stabilité, parce que moi je cherche aussi une solution de stabilité pour mon pays, je pense qu'on est dans une situation de blocage et que le déblocage de cette situation, je l'ai dit, je l'assume, elle passe par une nouvelle élection. Et ça on l'a compris et on va ça ajoute du désordre et une incertitude pendant des semaines. Le budget de 25 de la France fait beaucoup parler de lui, notamment parce qu'il est considéré comme très austère. L'austérité, c'est quand un gouvernement décide de limiter ses dépenses et d'augmenter certains impôts pour réduire la dette du pays. Cela signifie moins d'argent pour certains services publics comme les hôpitaux, les écoles ou encore les aides sociales. C'est ce qui inquiète beaucoup de personnes, notamment des députés comme Manuel Bompard, qui est membre du parti politique La France Insoumise, LFI. Il dit que ce budget est le plus austère depuis 25 ans et qu'il pourrait avoir de graves conséquences pour les Français. Mais pourquoi le gouvernement fait-il ce choix? La France a une dette très élevée et un déficit budgétaire important. Le déficit, c'est quand l'État dépense plus d'argent qu'il n'en gagne grâce aux impôts et aux autres revenus. Pour éviter que la dette ne continue d'augmenter trop vite, le gouvernement a décidé de réduire certaines dépenses et d'augmenter certaines taxes. Cependant, cette stratégie ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup de députés et d'économistes pensent que couper dans les dépenses publiques peut fragiliser l'économie et rendre la vie plus difficile pour les citoyens, surtout ceux qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois. C'est pour cette raison que certains députés, dont Manuel Bompard, veulent voter une motion de censure contre le gouvernement. Une motion de censure, c'est un vote organisé à l'Assemblée nationale qui peut forcer le gouvernement à démissionner si la majorité des députés l'approuve. C'est un moyen pour l'opposition de montrer qu'elle n'est pas d'accord avec la politique menée. En demandant à ses collègues de voter cette motion, Manuel Bompard espère bloquer le budget et obliger le gouvernement à revoir sa copie. Mais est-ce que cette motion de censure a une chance de passer? C'est difficile à dire. Pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'une majorité de députés vote pour, ce qui est rare. Le gouvernement d'Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée, mais il peut quand même compter sur certains soutiens pour éviter une censure. Beaucoup pensent donc que la motion n'aura pas assez de votes pour faire tomber le gouvernement, même si elle permettra à l'opposition de faire entendre sa voix et de mettre la pression. En attendant, ce budget 2025 continue de diviser. Certains pensent qu'il est nécessaire pour stabiliser les finances du pays, tandis que d'autres estiment qu'il risque d'aggraver la précarité et de ralentir la croissance.
Ce débat est loin d'être terminé et pourrait encore provoquer des tensions politiques dans les mois à venir.